Merci, cher Bruno Retailleau. J'ai apprécié tout ce que vous dites. J'ai cru tout ce que vous avez dit dans votre exposé, sauf peut-être les derniers mots quand vous m'avez si généreusement présenté. Je ne suis pas sûr de vous croire. J'aimerais bien. Les changements politiques récents, loin de susciter un renouvellement de l'interrogation sur la politique européenne de notre pays, ont étrangement aggravé l'inertie des partis antagonistes. On doit être aujourd'hui, Bruno Retailleau l'a rappelé, pour l'Europe ou contre l'Europe. Si l'on n'est pas européen, alors on est nationaliste. Si l'on n'est pas patriote, alors on est mondialiste. Les circonstances permettaient d'espérer mieux. Après tout, le parti dit populiste vient de subir un échec majeur et n'arrive plus à cacher la confusion complète dans laquelle il se trouve. C'est une fenêtre d'opportunité pour un examen relativement serein de l'état de la question européenne. Or, tout au contraire, le président de la République entend pousser ce qu'il croit être son avantage et rejette toute critique de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne comme le signe d'une coupable fermeture d'esprit ou de cœur. Outre l'injustice, il commet là une grande imprudence, puisqu'il fait croire, et peut-être se fait croire, que la paralysie européenne est causée par les adversaires supposés de l'Europe, alors qu'elle tient à la manière dont a été conduite l'entreprise européenne depuis 20 ou 30 ans. Si nous regardons d'un œil froid notre situation, nous conviendrons qu'il s'agit pour nous, aujourd'hui, moins de faire un bond en avant dans la construction de l'Europe que d'éviter qu'elle se déconstruise. Comment rouvrir le chemin des possibles alors que nous sommes immobilisés au milieu du gué depuis maintenant de nombreuses années, incapables d'avancer vers une Europe politique, comme de revenir à des nations européennes réellement indépendantes? Je voudrais esquisser, à la suite de Bruno Retailleau, un tel chemin des possibles. J'ai distribué ces réflexions en 7 remarques, 7, le chiffre parfait des anciens, pour décrire un exposé fort imparfait. Première remarque. Puisque nous sommes immobilisés au milieu du gué, profitons-en du moins pour regarder autour de nous, décrire sobrement la configuration des choses et envisager quelle action, à la fois modeste et significative, cette situation suggère. Il s'agit d'abord de consolider ce que nous avons malgré tout réussi à construire et qui bat de l'aile. L'élargissement hâtif de l'Europe, presque tous en sont d'accord, n'était pas une bonne idée. Mais si nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous pouvons du moins nous arrêter là. Qu'il soit donc clair et officiel que ne feront pas partie de l'Union européenne ni la Turquie, ni l'Ukraine, ni les pays des Balkans qui n'en sont pas membres aujourd'hui. On ne saurait imaginer proposition plus modeste, puisqu'il s'agit en somme de ne pas faire ou de ne plus faire. En même temps, on voit bien que cette décision négative, cette abstention, exige de rompre avec l'imaginaire européen qui nous a entraînés sur la pente fatale de l'élargissement indéfini. C'est cette perspective d'un élargissement sans frontières qui empêche toute construction politique réelle et d'abord toute conscience politique réelle, et qui transforme l'effort européen en une entreprise idéologique prétendant embrasser finalement toute l'humanité. Il est possible et nécessaire de s'arrêter et de dire jusqu'ici et pas plus loin. Si nous voulons exister réellement, nous devons accepter d'avoir des limites. Cela aurait des conséquences immédiates sur les flancs est et sud-est de l'Europe. Quelle politique raisonnable avoir à l'égard de l'Ukraine et donc de la Russie d'un côté, de la Turquie de l'autre, si nous ne savons pas où passera demain la frontière de l'Europe? Notre politique de voisinage, par son ambiguïté, a envoyé des signaux contradictoires à la politique ukrainienne comme à la politique russe. Alors que l'Ukraine s'était détachée de l'Empire russe, pourquoi faire comme si nous songions sérieusement à l'inclure dans un empire européen? L'Europe n'est pas un empire, nous n'avons pas besoin de marche d'empire où l'incertitude des frontières fomente les tentations et nourrit les désordres. L'Union européenne est une union et un concert de nations. En fixant enfin nos frontières, nous ôtons à l'Union un principe d'indétermination et aux peuples européens une source d'inquiétude. Nous nous donnons enfin une forme sur la base de laquelle agir vers l'extérieur, puisque c'est en se montrant capable d'agir de manière cohérente vers l'extérieur que l'Europe
commencera à exister politiquement. Deuxième remarque. Comme nous ne voulions pas nous donner forme par une frontière séparant l'intérieur de l'extérieur, nous avons tourné nos regards et notre action presque exclusivement vers l'intérieur. Nous avons mesuré les progrès de l'Europe au progrès de l'homogénéisation intérieure obtenue par la formation d'un ordre juridique communautaire, spécialement d'un marché unique dans lequel circulent librement personnes, biens et capitaux. La vie intérieure de l'Europe présente donc une dualité dont il faut saisir la nature et mesurer l'étrangeté. Elle comporte bien sûr les nations, avec leur société civile et leur gouvernement. Elle comporte aussi l'ordre communautaire, tel qu'il est fixé, entre autres, par l'article 9 du traité de l'Union européenne, l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de la concurrence libre et non faussée. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à partir d'un arrêt de 1963, qui reconnaît un droit communautaire indépendant des législations des États membres, s'épanouit un ordre juridique communautaire qui ne se rattache donc à aucune communauté politique, ni ne dépend d'aucune souveraineté politique, puisqu'il découle simplement de la limitation de souveraineté acceptée par les États membres. Ainsi, tandis que la citoyenneté européenne ne fait que s'ajouter selon les traités à une citoyenneté nationale préalable, l'ordre juridique communautaire existe indépendamment de toute législation nationale. L'Union n'étant pas une communauté politique, nous avons donc un ordre juridique communautaire séparé de toute communauté politique, comme s'il pouvait reposer sur lui-même. Ce n'est pas en avançant dans cette direction que nous nous rapprocherons d'une union politique européenne. Troisième remarque. L'Europe politique signale son existence lorsque l'Union se montre capable d'une action politique en direction des autres corps ou agents politiques du monde. La capacité politique de l'Europe se mesure donc à sa capacité d'action commune vers l'extérieur. Le mot important est le mot action. Nous pouvons avoir d'excellents hauts représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité. Cela ne contribue en rien à la capacité politique européenne. Pourquoi ? Parce que ce représentant, ou aujourd'hui cette représentante, représente une communauté non politique. Nous pouvons dire et répéter qu'il ou elle est chargé de la politique étrangère de l'Union européenne. C'est ne rien dire tant que l'Union européenne n'est pas réellement une communauté politique. Or, les seules communautés effectives en Europe, ce sont les nations, puisque c'est seulement dans leurs nations que les Européens sont immédiatement et donc réellement citoyens. C'est seulement en faisant agir ensemble ces agents politiques que sont les nations, que l'on aura une chance de donner forme et force politique à l'Union européenne. L'Union européenne est une réalité économique et juridique. Les nations européennes sont des réalités politiques. Ces deux réalités sont aujourd'hui disjointes. La seule manière de les réunir, c'est d'inscrire les agents politiques au niveau européen, c'est-à-dire de charger les nations de l'action commune européenne. Or, on a cessé de faire l'inverse, en cherchant l'Europe du côté d'institutions communes détachées des nations et supposées immédiatement européennes. Ce qui me conduit à la remarque suivante, quatrième remarque. Si l'on veut voir un peu clair dans cette grande question de l'Europe et des nations, il faut renverser, je crois, le préjugé dont se nourrissent les partis opposés. Quel préjugé ? Le préjugé selon lequel l'Europe et les nations seraient antinomiques, et donc selon lequel l'Europe ne pourrait être faite qu'en défaisant les nations. C'est se méprendre, je crois, entièrement sur le sens de l'histoire européenne. Les nations sont la forme politique dans laquelle la vie européenne s'est développée et épanouie. Il n'y a d'ailleurs, remarquez-le, de nations au sens plein du terme qu'en Europe et dans les prolongements américains de l'Europe. Ce que nous appelons la civilisation européenne est le résultat des relations d'émulation, imitation et rivalité, éventuellement guerrières, qui se sont nouées entre les nations européennes, comme la civilisation grecque a été produite par l'émulation entre les cités grecques. Prétendre séparer la civilisation européenne, ou comme nous disons, les valeurs européennes, de la forme politique des nations, est aussi naïf que l'eût été la prétention de séparer la civilisation grecque de la vie politique d'Athènes et de Sparte. Il est bien vrai que les guerres nationales ont dévasté l'Europe au XXe siècle.
et que la construction européenne a eu pour première raison d'être de rendre à jamais impossible le retour des guerres entre nations européennes. Cela est parfaitement vrai, mais encore faut-il saisir exactement l'ordre des facteurs. Cette paix européenne que l'on désire à si juste titre préserver, ce sont les nations européennes, avant tout l'Allemagne et la France, en se réconciliant, qui en ont été les auteurs décisifs. Aujourd'hui encore, la paix européenne, c'est la paix entre les nations européennes, la paix gardée par les nations européennes. Et tout au long de cette histoire, ce qui a été fait plus ou moins bien a été fait à l'initiative des nations, de quelques-unes d'entre elles en tout cas. On ne dirait pas sérieusement que c'est la Commission de Bruxelles ou le Parlement de Strasbourg qui ont donné l'impulsion au progrès de l'Europe. Rien d'ailleurs, je le note en passant, n'est plus déraisonnable que l'affirmation du traité constitutionnel selon lequel la Commission promeut spécialement l'intérêt général de l'Union. On suppose que la Commission est spécialement apte à percevoir et définir cet intérêt général parce qu'elle serait impartiale, étant détachée de toute appartenance nationale. Quelle naïveté! L'intérêt général d'un ensemble humain n'est pas accessible à l'observateur détaché, même pas au philosophe. On gouverne mal de Sirius. L'intérêt général se dégage de la vie effective de cet ensemble. Dans le cas de l'Europe, il se confond avec la manière dont les nations européennes négocient entre elles les modalités de leur collaboration et parviennent à des vues et des actions communes. Il n'y a pas d'intérêt général européen qui soit indépendant de l'accord plus ou moins large, plus ou moins profond entre les nations européennes. Bref, les nations étant le seul agent politique effectif en Europe, le bien de l'Europe ne réclame pas que l'on affaiblisse les nations, mais que les nations orientent judicieusement leur politique, c'est-à-dire l'orientent selon une idée à peu près adéquate de ce qui définirait une politique commune. Cinquième remarque. Regardons d'un peu plus près la situation présente. On s'accordera, Bruno Retailleau l'a rappelé, on s'accordera sur le fait que le prestige de l'idée européenne a beaucoup décliné en Europe, que les Européens marquent une défiance croissante à l'égard des institutions et perspectives européennes, une défiance qui s'étend au-delà des électeurs des partis dits populistes. On admettra aussi que l'hétérogénéité intérieure de l'Europe a atteint un degré dangereux pour la poursuite de l'entreprise. En particulier, les pays du centre-Est sont en état de quasi-sécession morale, sinon politique. Nous avons tendance à considérer ces derniers développements à l'aune de ce que nous appelons donc les valeurs européennes, que les Polonais ou les Tchèques n'honoreraient pas comme il convient. C'est refuser de considérer quelques faits politiques majeurs de l'histoire de l'Europe. D'abord, les pays du centre-Est ne regardent pas l'histoire européenne et la construction de l'Europe avec nos yeux. Livrés à l'Allemagne hitlérienne, puis abandonnés à la Russie soviétique, leur confiance dans notre discernement et nos vertus est nécessairement limitée. Ayant recouvré leur indépendance après la chute du soviétisme, ils tiennent à garder leurs mœurs et ce que j'appellerais la forme de leur vie commune. Ils n'ignorent pas enfin que ce que nous appelons les valeurs européennes contient en effet des éléments qui appartiennent à la substance spécifique de l'Europe, comme l'état de droit, mais aussi des éléments beaucoup plus récents, dont le lien à la civilisation européenne est plus problématique, comme les nouveaux droits sociétaux. Bref, si l'évolution politique de certains pays du centre-Est est en effet préoccupante, particulièrement celle de la Hongrie, il serait imprudent et déplacé de prétendre imposer à ces pays une tutelle destinée à les rendre conformes à notre idée de la bonne société. S'agissant de la question migratoire en particulier, il conviendrait de garder un peu de bon sens politique. Pour des raisons historiques et géographiques qui ne peuvent échapper à personne, ces pays ont peu de familiarité avec les populations du sud de la Méditerranée. Ils ont leurs problèmes, mais du moins ignorent-ils ceux qui sont liés à l'immigration que nous connaissons. Pourquoi ? Pourquoi voudraient-ils imiter une politique qui n'a chez eux aucune racine historique et dont les effets, chez nous, ne nourrissent pas nécessairement le désir d'imitation? On objectera que si nous ne surmontons pas cette hétérogénéité croissante,
l'Union européenne ira vers la fragmentation et à plus ou moins long terme, je crois que Bruno Retailleau a employé ce terme, la dislocation. Je le crois en effet. Mais comment surmonter cette hétérogénéité? Je l'ai dit en commençant, je ne crois pas que l'homogénéisation intérieure soit la meilleure réponse à nos difficultés. Dans le cas que je viens de considérer, elle se heurterait au refus des pays en cause. Je dis des pays, car un changement de gouvernement en Pologne ou ailleurs ne changerait pas, je crois, fondamentalement les éléments de la situation. Ne moralisons pas à l'excès les termes du problème. La question des valeurs est moins significative ou déterminante que l'histoire et la situation politique. Ce qui rend très fragile aujourd'hui le dispositif européen, ce n'est pas que certains pays soient ouverts et progressistes, les autres étant supposés le contraire, c'est que ces pays perçoivent différemment les enjeux. Comment un pays comme la Pologne, pour lequel la contiguïté avec l'Ukraine et la pression de la Russie forment un paramètre majeur de sa situation, aurait-il le même sens des priorités qu'un pays comme l'Italie, directement exposé aux migrations venues du Sud? Il importe de regarder de plus près notre situation géopolitique, la place de l'Europe dans ce que les stratèges soviétiques appelaient, il y a peu, la corrélation des forces. Sixième remarque, aussi disparates soient les situations géographiques de nos nations et divergentes leurs perspectives stratégiques, certaines vers l'Est, d'autres vers le Sud, elles partagent une condition politique commune qui n'a cessé de se confirmer et de s'aggraver dans la dernière période. De quelque côté que nous nous tournions, les nations européennes, le concert des nations européennes, l'Union européenne, comme on voudra dire, sont sous pression. Après avoir connu l'immobilité à la fois précaire et confortable d'un demi-siècle de guerre froide, puis pendant une dizaine d'années, l'illusion de la paix universelle et de la fin de l'histoire, les Européens ont vu les masses politiques autour d'eux se mettre en mouvement. Les grands acteurs politiques extérieurs à l'Occident semblent chaque jour plus puissants et plus menaçants, en tout cas moins prévisibles, tandis que nous nous inquiétons du déclin d'intelligence et de puissance de notre protecteur américain. Politique agressive de la Russie, erratique de la Turquie, puissance financière disproportionnée des pays du Golfe, de la Chine ou des GAFA, il semble que des géants peu amènes fassent cercle autour de nous. En outre, l'effondrement politique et moral du monde arabo-musulman jette dans un désordre sanglant notre étranger proche et pousse vers nous des migrations que nourrissent par ailleurs les développements démographiques et climatiques. Bref, car il est inutile de prolonger la litanie des menaces dont nous sommes tous avertis, après avoir d'abord gouverné ou dominé le monde jusqu'en 1914, voire 1939, après avoir ensuite joui sans combattre de notre position centrale et éminente grâce à la protection américaine, nous nous trouvons brusquement sur la défensive et dans l'obligation de développer, avec des moyens adéquats, une perspective stratégique active, cohérente et durable. S'il est largement admis aujourd'hui qu'il est urgent pour l'Union européenne d'assurer sa propre défense, la réflexion sur les implications politiques de ce diagnostic reste sommaire. On signale à juste titre la faiblesse de nos dépenses militaires et notre dépendance logistique à l'égard des États-Unis. J'ajouterai seulement que nos dépenses ne sont pas seulement insuffisantes, elles sont extrêmement insuffisantes, et que notre dépendance à l'égard des moyens américains est entière. Autrement dit, nous ne pouvons rien faire, littéralement rien faire, sans l'appui et donc l'accord des Américains. Si je souligne ces deux points, ce n'est pas pour dramatiser mon propos, c'est pour faire ressortir le caractère superficiel de l'opinion aujourd'hui largement partagée selon laquelle l'Europe doit enfin se décider à prendre en main sa défense. Nous le disons sincèrement, mais si l'on en juge par les mesures prises jusqu'à présent par les différentes nations et par l'Union européenne, nous ne le croyons pas vraiment. Nous n'avons presque rien fait jusqu'ici. Mon propos n'est pas d'accabler nos gouvernants. S'ils ont fait si peu, c'est qu'il est difficile de faire. Mais l'immense distance qui s'ouvre devant nos yeux entre ce qu'il faudrait faire et ce que nous faisons ou estimons faisable est peut-être l'aspect le plus révélateur de notre situation politique
et, ajouterai-je, morale. L'Europe s'est construite et a vécu pendant les 30 dernières années sur la base d'une hypothèse ou d'un principe optimiste et progressiste que je résumerai ainsi. Le mouvement naturel du monde est dirigé vers le meilleur, vers un monde meilleur. Il suffit d'ôter les obstacles au mouvement des hommes et des choses. Nous n'avons donc qu'une sorte d'ennemis véritables, ceux qui veulent s'opposer au mouvement des hommes et des choses, ou même seulement ralentir ce mouvement. Bref, selon ce principe ou cette hypothèse, le bien politique et social, notre bien, n'a pas besoin d'être voulu et défendu. Il progresse de lui-même si seulement nous mettons hors d'état de nuire les critiques mal intentionnées ou mal informées du mouvement du monde et les ennemis de la société ouverte. C'est oublier que le bien politique et social a besoin d'être constamment produit par notre action et constamment défendu avec une force suffisante. Si nous avons perdu de vue cette vérité, c'est que, je l'ai rappelé, nous avons vécu pendant les dernières décennies en nous laissant porter par le mouvement venu de loin qui avait lancé l'Europe à la conquête du monde. Cet heureux temps, où nous avions les avantages de la domination, en tout cas de l'ascendant, sans ses responsabilités dans la dernière période, s'achève pour nous. Il nous faut vouloir et défendre ce que nous avons encore et que nous voulons garder, si du moins nous voulons le garder. Mais qu'est-ce que nous voulons garder? Septième remarque et la dernière. J'ai résumé le principe optimiste et progressiste qui a accompagné les Européens dans ces dernières décennies. Nous savons comment il se traduit dans notre vie politique intérieure. Le seul obstacle au déploiement rapide et harmonieux de la construction européenne et en général de la société ouverte, dit-on, y compris au plus haut niveau de l'État, le seul obstacle, ce sont les partis populistes et plus généralement tous ceux qui, fermant leur esprit ou leur cœur, se refusent ou rechignent au mouvement et à l'ouverture. Cette appréciation n'est pas seulement injuste et inexacte, elle risque d'être ruineuse car elle aveugle ceux qui gouvernent sur notre véritable situation et sur leurs responsabilités. J'accorderai sans peine que les partis populistes n'ont que rarement contribué utilement au débat public et qu'ils n'ouvrent aucune perspective politique sérieuse, ne serait-ce que parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent. J'accorderai même au président de la République qu'ils sont souvent mus par des passions tristes. Ce n'est pas brillant, cela ne vaut pas de crier constamment au loup ou au diable. La société française traîne le Front national comme un boulet, mais le Front national n'a pas exercé la moindre influence sur la politique française, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'éducation, de l'immigration, de quelque domaine d'action que ce soit. Il voyage parmi nous en 3e classe, un écriteau autour du cou. Ce sont donc les partis de gouvernement qui sont entièrement responsables de ce qui a été fait de bien et de mal depuis 30 ans dans notre pays. Au lieu donc d'imaginer que ce sont les populistes qui les empêchent de conduire audacieusement une avancée européenne, ces partis de gouvernement doivent accepter la responsabilité pour ce qui n'a pas été fait et qu'il est urgent de faire. Que faire? Défendre et renforcer l'Europe réelle, l'Europe des nations. L'Europe réelle, ce ne sont pas les valeurs européennes qui se ramènent à cette ouverture à l'autre dont on nous berce, chose excellente en soi, voire délicieuse, mais sur laquelle on ne peut appuyer aucune construction politique sérieuse. L'Europe n'est pas une entreprise métaphysique qui viserait à faire vivre ensemble toutes les cultures et toutes les religions dans un monde sans frontières. L'Europe est le résultat d'une histoire sans pareille dont je crois, mais je sais que certains en doutent, dont je crois qu'elle mérite d'être prolongée. Elle ne peut plus être prolongée en nous confiant simplement à la vitesse acquise, puisque celle-ci diminue chaque jour. L'Europe doit être à nouveau voulue, c'est-à-dire voulue dans sa forme et dans sa force. Sa forme est donnée. C'est ce concert des nations qui sera préservé ou qu'on laissera se disloquer, mais auquel aucune Europe fédérale ne saurait se substituer. Concert des nations qui doit être entretenu et perfectionné dans son unité, mais d'abord accepté et apprécié pour ce qu'il est, ce qui suppose que les Européens retrouvent une certaine affection pour l'Europe réelle, au lieu de lui substituer une Europe rêvée, sans tradition ni religion. Puisque je ne peux introduire le mot de religion sans préciser un instant ma pensée, je dirais ceci: partir de l'Europe réelle,
Vouloir la forme de l'Europe, c'est reconnaître en quelque façon la religion de l'Europe, c'est-à-dire sa marque chrétienne. Il ne s'agit pas de revenir sur le caractère laïque de nos régimes, personne n'y songe, mais simplement et modestement de tenir compte du fait que l'Europe est de marque chrétienne et d'en tenir compte lorsque l'on conduit la politique extérieure ou intérieure, par exemple la politique d'immigration. Si nous acceptons que l'Europe nouvelle prolonge en la renouvelant l'Europe historique et réelle, au lieu de lui substituer une Europe rêvée, nous aurons fait la moitié du chemin pour recouvrer la force qui nous manque aujourd'hui. Je n'ai pas répondu, vous l'aurez noté, à la question de la défense européenne, dont j'ai fait ressortir la gravité et l'urgence. Je n'ai pas trouvé le secret pour multiplier par 3 ou 4 le budget militaire européen. Ce que j'ai essayé de faire apparaître, c'est la perspective qui nous permettrait, tout en nous accommodant de l'hétérogénéité des nations européennes, de former une disposition stratégique commune. Si nous acceptons de nous placer dans le fil de l'histoire européenne, cette hétérogénéité est inséparable du type d'unité caractéristique de la civilisation européenne. Les bons Européens, comme disait un grand philosophe allemand, les bons Européens aiment également la diversité de nos nations et l'unité de notre civilisation. Si nous voulons défendre contre les menaces qui s'amoncellent une Europe des valeurs qui serait de surcroît en guerre contre l'Europe réelle des nations et de la civilisation européenne, nous n'avons aucune chance d'y parvenir. En revanche, si nous réussissons à rétablir le lien entre l'entreprise européenne et les vieilles nations, rien n'est gagné, mais beaucoup devient possible. Cela suppose d'abord que les populistes surmontent leurs passions tristes et que les partis de gouvernement se défassent de leur condescendance sociale et morale. Si c'est possible, je ne le sais pas, mais ce serait la première condition pour mettre en œuvre cette action commune européenne dont j'ai rappelé quelques paramètres seulement. Je vous remercie.